Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'APM pour une série d'épisodes un peu particuliers qui nous accompagneront tout l'été. Nous avons profité du séminaire Force Vive à Montpellier les 7 et 8 juin dernier pour rencontrer plusieurs présidents de clubs du monde entier et explorer leur vie d'expat. Nous avons également eu la chance de parler avec les membres engagés dans la démarche APM E3 pour découvrir cette récente initiative incroyable. Aujourd'hui, je suis avec Ludovic Petitot de Talaron Service et nous allons parler APM E3 et plus particulièrement de l'insertion handicap. Bonjour Ludovic, bienvenue. Bonjour, merci pour ton accueil. Oui, effectivement, moi, ma thématique, ça va plutôt être le handicap et l'inclusion, mais je fais partie d'un club, d'un groupe de travail, on va dire plutôt APM E3, qui insère aussi la partie environnement et impact sur l'environnement de nos entreprises. Donc toi, tu es Montpelliérain. Tout à fait. Local de l'étape. Local de l'étape, ouais. Et donc, est-ce que déjà tu peux nous dire deux mots sur ton organisation ? Tu es membre APM à Montpellier. Tout à fait. Depuis combien de temps ? Ça fait 2 ans maintenant que je suis membre APM dans le club Héronaissance. Donc, je fais partie de ce club-là. On est une vingtaine de membres aujourd'hui dans le club. Et on est vraiment les locaux, parce qu'on est vraiment basés tous à Montpellier. Il y a 3 clubs à Montpellier aujourd'hui et on essaye de participer les uns et les autres aux différentes interventions qu'il peut y avoir à l'APM. Donc dans ce podcast d'habitude, ce sont les experts qu'on accueille et là cette fois c'est intéressant, on va pouvoir entendre l'APM de l'intérieur par la voix de ses adhérents et puis des adhérents un peu particuliers puisque c'est les adhérents qui sont emparés en primeur du sujet engagement avec un grand E. Donc ça a donné une initiative qui s'appelle APM E3 complètement nouveau en fait ça. Hein. Ça, c'est nouveau, ça date d'un peu plus d'1 an maintenant, APM E3, qui a été une émergence qui est arrivée effectivement de l'Occitanie. Hein, ça a vu le jour ici, par un regroupement de plusieurs membres APM qui ont voulu faire une action au niveau environnemental et les impacts environnementaux qu'il peut y avoir de nos démarches et ce qu'on peut faire, empreinte carbone et autres actions qu'on peut faire. Et dans ce groupe-là est émergé depuis peu de temps, parce que ça va faire 5 mois maintenant, a émergé la partie insertion et handicap. Oui, ça on va en parler, tu vas nous expliquer un petit peu quels sont les enjeux, où on en est, et puis pour les membres qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'impliquer et s'engager si on a envie d'avancer là-dessus. E3, c'est pour ensemble, entreprises engagées. Et c'est vrai que ça part d'un constat. Alors, je suis allé voir, il y a une plateforme de ressources qu'on peut aller voir, c'est APM E3.xyz. Je savais pas que ça existait, .xyz. C'est dans le groupe, il y a une société de communication qui nous a trouvé cette partie-là, de pouvoir le récupérer. Donc c'est une plateforme, vous pouvez y aller, elle n'est pas référencée, je crois que c'est volontaire, c'est plutôt une démarche que d'aller se renseigner sur cette plateforme-là. On peut faire son autodiagnostic et commencer par là, pour tous les membres de l'APM qui nous écoutent, voilà, faites le point, regardez là où vous en êtes et vous avez 57 questions auxquelles vous pouvez répondre, puis ça vous permet de balayer tout le spectre de l'engagement, finalement, au sens assez large. J'ai copié et collé la définition de cette... en tout cas, comment le groupe pilote se définit. Donc, le groupe pilote APM3 sur cette plateforme se définit comme visant à animer la dynamique des initiatives prises à l'APM localement sur le sujet de la RSE et des entreprises à mission. Il vise donc à coordonner, inventer, tester des démarches qui permettront au réseau APM d'avancer. Tout ça, c'est complètement nouveau. Il y a une impulsion, tu l'as dit, qui vient du terrain, des adhérents. C'est hébergé par l'APM, mais la maison de l'APM n'est pas directement impliquée dedans. Autrement dit, ce n'est pas les ressources, ni les experts, ni la maison de l'APM. Et donc, c'est vraiment la bonne volonté et le bon engagement des adhérents qui va faire la réussite de ce projet-là. Tout à fait, oui. C'est vraiment une envie de chaque adhérent d'avoir cette démarche-là, de rentrer dans cette démarche-là de RSE en fait. Comme souvent dans les entreprises, on ne sait jamais par quel bout prendre le sujet, on peut se poser la question, on a des doutes en tous les cas, et là l'idée c'était de regrouper les personnes entre nous et puis de pouvoir tester des choses ensemble, de pouvoir donner des bonnes solutions ensemble, de savoir ce qui a été fait à droite à gauche chez les uns chez les autres, de faire façon à retrouver après une dynamique ensemble et de se servir de la connaissance des autres pour évoluer soi-même. Et alors toi, avant même de lancer une thématique autour de l'insertion et du handicap, est-ce que tu as été actif dans d'autres groupes projets ? Est-ce que tu as participé à d'autres types de réflexions ? C'était des questions que tu te posais déjà ?
Non, c'est des questions que je me posais déjà et j'avais pas fait part de cela. J'avais pas été actif dans d'autres groupes. Et effectivement, par le biais de mon président de club, j'ai su qu'il y avait APME3 qui existait. Et c'est là que je me suis rapproché de ce groupe-là. Et c'est comme c'est un groupe qui se réunit une fois par mois en moyenne. C'est un rendez-vous physique, hein, on se retrouve une petite demi-journée. Et ça permet d'échanger sur les bonnes pratiques et sur les envies que l'on a et sur l'évolution aussi de ce groupe. D'accord, donc c'est en présentiel? C'est en présentiel, mais il peut y avoir des participations à distance. Oui, parce que sinon, ça va commencer à être compliqué. Il y a tout le territoire national, voire même international, qui va on l'espère, s'engager dans ce projet-là. Et donc, toi, tu as voulu amener un angle qui était l'insertion et le handicap. Pour quelle raison tu t'intéresses à ce sujet-là, toi? Alors, pour une raison déjà professionnelle, étant donné que moi, je suis directeur d'une entreprise adaptée. Donc, déjà, tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une entreprise adaptée, mais justement, est-ce que tu peux nous expliquer? Une entreprise adaptée, c'est une société qui emploie au minimum 55% de son personnel en situation de handicap. Ok. Donc, c'est un accord que l'on signe avec l'État. Hein, c'est une convention que l'on a et qui nous engage à avoir au minimum ce personnel. Donc, on est entre guillemets un peu spécialisé dans le monde du handicap, c'est qu'une grosse majorité de notre personnel est en situation de handicap. Et le but, c'est de faire en sorte que ces personnes puissent travailler dans un milieu dit protégé et adapté, dans le sens où on va adapter nos process et nos façons de fonctionner pour les accueillir comme il faut, mais les mettre à disposition ou travailler avec des clients finaux qui vont permettre de voir que ce sont des personnes à part entière. Dans quel métier alors, toi? Alors moi, j'ai une société de services informatiques en fait. J'ai une entreprise de services numériques. On fait que du développement et autres activités. Et le monde du handicap aujourd'hui s'est énormément élargi depuis des lois de 2005. Avant, on avait la vision du CAT qui faisait que du catering ou de l'espace vert. Et maintenant, il y a beaucoup de métiers qui sont adressés par le monde de l'entreprise adaptée. Et pour quelles raisons tes clients viennent te voir aujourd'hui? Alors pour la démarche RSE, c'est clair. Hein, le but, c'est pour eux de répondre à leurs besoins indirects ou directs d'emploi de personnes en situation de handicap au sein des entreprises. La loi dit que toute entreprise qui a plus de 20 salariés doit avoir 6% de personnel en situation de handicap. Le fait de passer par nous, ça leur permet de répondre indirectement à cette problématique. D'accord. Quand on travaille avec une entreprise adaptée, ça rentre dans nos quotas AGFIP? Tout à fait, c'est ça. Ça permet de répondre en tous les cas indirectement à ces quotas-là. Ok. Et après, c'est aussi une démarche personnelle souvent. Hein, les clients que l'on a, c'est qu'ils ont envie de faire une démarche vis-à-vis du monde du handicap, mais ils savent pas trop comment l'intégrer au sein de leurs équipes, ils savent pas comment l'intégrer vis-à-vis de leur direction éventuellement. Donc, il y a aussi cette démarche-là qui peut arriver. Quels sont les profils, toi, de tes salariés handicapés aujourd'hui? C'est des profils qui travaillent dans des sociétés d'informatique. Hein. On va de Bac+2 à Bac+8 avec des ingénieurs, des développeurs, ils interviennent sur tous les types de métiers que peut faire une société de services informatiques. Donc là, tu brises les idées reçues aussi sur qu'est-ce que le handicap. C'est pas forcément soit la personne en fauteuil qui est handicapée moteur. Donc il y a un peu tous les types. Il y a un peu tous les types. On a tout type de handicap au sein de l'entreprise. Ça va du handicap effectivement physique qui se voit, hein, ce qu'on appelle le PMR, les personnes à mobilité réduite, donc en fauteuil roulant ou avec béquille par exemple. Faut savoir que le fauteuil roulant, même si c'est l'insigne le plus connu dans le monde du handicap, ça représente entre 5 et 6% de la population en situation de handicap. C'est une proportion assez faible. Après, on sait que 80% des handicaps sont invisibles. On appelle invisibles, c'est-à-dire que on les croise dans la rue, on ne sait pas qu'ils sont en situation de handicap. Donc là, ça fait une différence par rapport à l'image de Monsieur Tout-le-Monde quand on parle de handicap. La première image, c'est le fauteuil roulant, parce que c'est l'imagerie qu'on peut avoir, c'est toute la signalétique qu'on peut avoir partout, hein, les places bleues. Et puis après, la deuxième image qu'on a souvent, c'est éventuellement la canne blanche. Hein, c'est souvent ça. Et puis après, si c'est ni le fauteuil ni la canne blanche, mais qu'on sait que la personne est en situation de handicap, la première image qui vient, c'est la schizophrénie. Parce qu'on a tous regardé Psychose d'Hitchcock, et la première image, c'est celle-là. Donc, c'est les problématiques psychiques ou psychiatriques. Et il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres handicaps qui sont invisibles et qui permettent à des gens de travailler et d'avoir des diplômes. La légende que les personnes en situation de handicap n'ont pas de diplôme, etc., c'est vrai sur les handicaps de naissance, mais il y a une grande majorité de handicaps qui arrivent en cours de vie. Donc, il peut y avoir eu une vie tout à fait normale avant, et un accident de la vie fait que
soit il y a une reconversion professionnelle, soit il y a un changement de vie, mais il peut y avoir des personnes tout à fait diplômées. Toi, ton entreprise, c'est sur un secteur sur lequel l'emploi est en tension, hein, le développement informatique. Est-ce que toi aussi, tu rencontres des difficultés pour recruter les talents? Tout à fait. On a les mêmes difficultés, si ce n'est même multiplié, parce que nous, on recrute que des talents en situation de handicap, donc c'est encore un peu plus compliqué que le monde dit ordinaire. Mais malgré tout, on arrive après à trouver des gens qui sont très motivés, qui ont envie de travailler, qui ont envie de montrer qu'ils savent faire et la motivation des personnes en situation de handicap est quelque chose d'énorme. Et d'ailleurs, on le voit aussi chez nos clients, c'est-à-dire que quand ils intègrent une personne de chez nous, ça donne une dynamique dans leurs équipes et il y a un vrai ROI dans le sens où il y a une baisse de l'absentéisme, du petit absentéisme chez nos clients. Parce que quand ils se rendent compte qu'une personne en situation de handicap vient tous les jours, ne s'absente pas pour un petit rhume, etc., souvent, chez nos clients, on a constaté qu'il y a effectivement cet impact-là aussi. Et alors, pour toi, quels sont les enjeux pour les dirigeants d'aujourd'hui et de demain du point de vue de l'insertion et du handicap? Et qu'est-ce que tu as envie de traiter comme justement comme enjeu stratégique à travers ce programme APM3E? Déjà, le premier but de ce programme, c'est de démystifier un peu le monde du handicap et de montrer à tous les adhérents ce qu'on peut faire dans ce milieu-là. Beaucoup de dirigeants ne savent même pas ils veulent bien, à la limite, recruter des personnes en situation de handicap, mais je commence par quoi? Je recrute quoi comme type de personne? Je le mets où? Je le fais. Voilà. Donc déjà, on veut quelque part démystifier cette partie-là et expliquer qu'on peut recruter. Et il y a des cursus, et il y a des organismes spécialisés pour accompagner les entreprises dans ce choix-là. Et on veut montrer aussi que l'intégration de personnes différentes, alors on parle du monde du handicap, mais on pourrait parler des personnes vulnérables, on pourrait parler de plein d'autres cas, d'intégrer des ressources différentes apporte une nouveauté dans l'entreprise, parce que des fois, il faut se remettre en cause, il faut changer nos process, il faut changer des choses, et ça va nous améliorer, ça va permettre de nous donner une nouvelle dynamique au sein de l'entreprise par le biais d'intégrer des gens qui sont un petit peu différents des personnes habituelles. Selon toi, quel est le niveau de maturité actuel, celui que tu observes plutôt autour de toi chez les chefs d'entreprise, pas que chez les DRH, parce que peut-être qu'il est plus avancé que chez les DRH, bon, je sais pas, c'est une hypothèse. Et chez les chefs d'entreprise, ça en est où aujourd'hui? Alors moi, ça fait 12 ans que j'ai monté l'entreprise. Je trouve que ça a beaucoup progressé sur les 4-5 dernières années. On voit un peu plus de personnes qui sont intéressées par l'insertion, qui viennent aux valeurs humaines plus. Alors est-ce que le Covid qui est passé par là a donné aussi une dynamique un peu différente par rapport à la valeur humaine, par rapport à l'emploi, par rapport au fait de faire travailler un peu tout le monde. Mais en tous les cas, il y a un vrai changement par rapport à quand moi j'ai commencé en 2010, quand j'allais parler avec des dirigeants, mais de petits groupes, mais des grands groupes aussi, où le handicap, c'était quelque chose qu'on prenait par-dessus la jambe et ok, il y a des critères, ok, il y a des quotas, il faut les remplir, mais c'était juste ça. Maintenant, il y a une vraie valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on va recruter vraiment des personnes et non plus un quota. On va recruter des personnes qui savent faire un métier, mais non plus un quota. Alors, quitte à se remettre un petit peu en cause, quitte à changer un petit peu des choses, mais en tous les cas, on a une vraie valeur sur l'humain, qui n'était pas le cas il y a 10 ans en arrière. Et alors, aujourd'hui, si on se rebranche sur l'histoire de communauté d'intérêt, donc ça, c'est le concept même au sein de l'APM, c'est-à-dire que finalement, on signale un sujet qui a l'air d'être vraiment voilà un sujet sociétal important sur lequel on a envie de s'engager. Toi, quelles sont les étapes là dans lesquelles tu te trouves? Toi, t'as levé la main, t'as dit moi handicap insertion, c'est un thème sur lequel je suis légitime, j'ai envie de m'engager. Et après, qu'est-ce qui s'est passé alors? Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a travaillé sur ce thème, on a fait au travers déjà de un PM3E, on a diffusé une liste de diffusion de l'ensemble des adhérents d'APM, un petit questionnaire pour voir les gens qui étaient intéressés. On les a recontactés, on a un groupe de travail on se réunit tous les mois aussi sur des réunions en visio de 2 heures pour l'instant, okay, où on échange sur différentes thématiques. Là, on a commencé, c'est fait 5 réunions que l'on fait, c'est très récent, et on a commencé à définir les actions qu'on va mettre en place au sein de ce groupe, de façon à donner un axe en fait à ce groupe et voir ce que les adhérents qui y participent attendent de ce groupe aussi, parce que
on est en train de réfléchir à un guide de bonne pratique ou des choses comme ça, ou au moins en tous les cas déceler. Je veux me lancer dans le handicap, je commence par quoi? Ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est bien beau de vouloir aller dans le handicap, mais on en a qui ont participé en nous disant moi ça m'intéresse, mais je sais pas par quoi commencer. Vous avez combien d'adhérents aujourd'hui qui sont engagés là-dedans, dans ce groupe? On est au total une petite vingtaine. Ok. Pour l'instant. Sur toute la France, sur toute internationale. Toute la France, internationale. On a eu une personne qui est basée sur le continent africain. D'accord. J'ai plus en tête le pays, qui est intervenu aussi. Donc oui, c'est même international aujourd'hui. Et on est ouvert à recruter d'autres personnes d'autres bonnes initiatives qui veulent participer et s'engager avec nous sur le thème. Et toi, à titre perso, qui est déjà très avancé sur ces questions-là, est-ce que ça t'a ramené de nouveaux questionnements ou un autre regard ou une autre sensibilité à laquelle tu n'avais pas accès jusque-là? Ça me ramène effectivement un nouveau regard par rapport aux adhérents qui sont là, des nouveaux questionnements. Et surtout un échange entre personnes qui ont fait des initiatives de droite et gauche et qui permet de prendre des bonnes idées, même si moi je suis dedans depuis 12 ans maintenant. Il y a quand même des choses qui se passent ailleurs, qui c'est des très bonnes idées, qu'il faut les récupérer. Et je trouve que ça nous construit tous ensemble et ça nous fait grandir tous ensemble sur le sujet. Là, à l'échelle de ce groupe-là, vous êtes à quel niveau en moyenne le niveau de compréhension, de connaissance et d'avancement de ces problématiques? C'est plutôt des gens qui sont déjà avancés ou au contraire il y a beaucoup de néophytes qui se disent moi j'y connais rien du tout, je suis venu parce que justement j'ai envie de m'y mettre? Je dirais qu'il y a 40% qui connaissent et 60% de néophytes au départ. Okay. Et alors un néophyte dans le sens intégration des personnes en situation de handicap dans l'entreprise, même s'ils ont commencé un embryon de démarche. Après il peut y avoir aussi des gens qui sont simplement des parents oui, il peut y avoir en tout cas une sensibilité particulière avec la chose handicap. Voilà. Personnes qui sont directement touchées par le handicap, mais qui n'ont pas forcément fait de l'intégration au sein de leur entreprise. Donc non, il y a beaucoup de néophytes. Et le regard du néophyte est bien aussi parce qu'il pose des questions qui nous font nous poser des questions, nous qui avons un regard plus ancien sur le sujet. Et quelles sont les tailles d'entreprise que ces gens-là représentent? De tout. Il y a des groupes de plus de 500 personnes et des PME de 15 personnes. Okay. Donc il y a vraiment tous les types. C'est vraiment un groupe très disparate sur aussi bien les thèmes, enfin sur la taille, sur l'avancée, sur les sujets. Donc c'est très intéressant. Je me posais la question, quelle boîte à outils vous avez et vous utilisez pour animer ce groupe projet? Alors là, pour l'instant, on utilise des outils un peu dérivés du Codev ou des choses comme ça pour faire les animations entre nous. Voilà, par petits groupes de travail, etc. Et on utilise une plateforme, alors j'ai oublié le nom, je suis désolé, mais une plateforme de partage en commun de ressources, okay. De façon à ce que d'une séance à l'autre, on retrouve nos ressources et tableaux blancs partagés et post-it partagés de façon à ce que chacun puisse intervenir pendant la réunion. Donc là, vous êtes réunis déjà 5 fois, c'est à quelle fréquence tu m'as dit? Une fois par mois. Une fois par mois, et les prochaines échéances, alors quelles sont-elles? Les prochaines échéances, on va pas certainement laisser passer l'été de façon. Bon, il y a déjà l'échéance de cette convention pendant 2 jours où on va parler de ce que fait APM3E et surtout de ce que fait ce qu'on veut faire en tout cas en inclusion. Et après, on va inviter tous les personnes qui seront présents à vouloir bien nous rejoindre ou en tout cas à diffuser dans leur club les informations. De façon à ce que ce groupe puisse grossir. Et je pense qu'en septembre, on se donnera les nouveaux objectifs par rapport aux engagements et aux envies des uns et des autres. Je disais tout à l'heure, on a commencé une démarche à se poser la question d'un guide de bonnes pratiques ou de choses, qu'est-ce qu'on peut faire, les bons tuyaux, entre guillemets, par rapport au fait, je vais me lancer dans le handicap, et par quoi je peux commencer? Je peux commencer par un événement qui s'appelle les Duo Day, qui a lieu chaque année, où on intègre il suffit de se rapprocher des organismes qui le font. On intègre une personne en situation de handicap pour une journée à côté de nous dans notre entreprise. Et on s'est aperçu que, par exemple, ces journées-là, il y avait un gros taux de transformation en contrat, alors que c'est pas du tout le but de ces jours-là. Mais comme il y a des échanges, comme les gens se rencontrent, comme on se rend compte que les personnes peuvent tout à fait s'intégrer dans l'entreprise, là, il y a un gros taux de transformation. Ça peut répondre à des besoins de recherche de ressources aussi. C'est assez incroyable, tous les effets collatéraux là qu'on comprend quand on est dans une démarche d'intégration de profils différents.
c'est vrai que la différence et l'accueil de la différence, ce sont des sujets qui sont chers à l'APM, le lien à l'autre, et la question du handicap, on n'en entend pas si souvent parler. Qu'est-ce que tu pourrais avoir comme idée avec ce groupe, avec un horizon qui est la convention de Nantes en mars prochain? Est-ce que vous êtes en train de nous mijoter des petites choses là qui pourraient aller donner envie à tout le monde? On est en train d'y réfléchir effectivement. La convention de mars fait partie des cibles que l'on a pour une intervention dessus sur ce sujet-là. Je peux pas en dévoiler plus que ça pour l'instant. Je peux pas en dire plus que ça. Mais effectivement, ça fait partie des cibles où on espère pouvoir avoir une petite intervention en tous les cas ou quelque chose pour parler du monde du handicap entre autres sur cette convention-là. Ok. Est-ce que les experts ont été sensibilisés aux différents sujets de APM 3E? Alors on a E3, pardon. Dans le groupe, on a un expert qui intervient, qui suit le groupe effectivement. J'en connais au moins un qui est expert. Donc oui, ils sont sensibilisés, oui, ils connaissent, ils savent que ça existe. Alors je dirais pas que tous les experts le savent, tous les experts connaissent, mais le but aussi de ces conventions et de cette intervention pendant 2 jours, c'est aussi que eux sachent que ça existe et qu'ils puissent au moins venir voir ce que l'on fait au travers de la plateforme et pourquoi pas, si ça les intéresse, nous rejoindre. Donc là, on va être effectivement, on est centré sur le groupe projet. Une fois que j'ai mis en place des démarches, que j'ai intégré des personnes handicapées dans mon organisation, comment est-ce que je peux faire savoir ça pour servir à la cause et continuer à donner de l'amplification? Déjà pour montrer ce que je fais et que ça me permette peut-être aussi d'être plus attractif, que ce soit pour mes clients, que ce soit pour mon écosystème, pour les talents qui veulent me rejoindre, montrer un petit peu tout ça, c'est super important. Est-ce que toi, tu as des tuyaux là-dessus? Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement, c'est très important aujourd'hui la notion de RSE dans les nouvelles générations. Beaucoup de sorties de grandes écoles, entre autres, aujourd'hui nous disent moi, ce que je veux mettre en avant, c'est d'abord la responsabilité sociale de l'entreprise, un but dans ce que fait l'entreprise avant de parler chiffres, avant de parler d'autres choses. Donc oui, ça va attirer des talents si on met en évidence que chez nous, l'insertion n'est pas un sujet, en fait, c'est naturel. Ça se fait naturellement. Alors communiquer, oui, mais pas communiquer à outrance. Ça sert à rien de dire attention, nous on est les meilleurs, etc. Parce que ça peut faire l'effet inverse et faire trop effet annonce et pas suffisamment effet réel. Donc, là, quand c'est sur des faits. Quand c'est sur des faits, il n'y a pas de souci, au contraire. Au moins de faire savoir. Au moins de le faire savoir, ouais. De communication au travers des outils comme LinkedIn, comme les réseaux sociaux, comme d'autres sujets comme ça, mais il n'y a pas de souci de le communiquer en tous les cas, de dire et même le mieux, c'est de donner la parole à ceux qui ont été insérés dans l'entreprise. Bien sûr. Et que ce soit eux-mêmes qui fassent l'autopromotion de ce qui s'est passé. Il y a des voyages apprenants dans le cadre de l'APM, il y en a un certain nombre. Est-ce qu'il y aurait un pays, un endroit, une entreprise à aller visiter en voyage apprenant pour évoluer là-dessus sur notre regard sur le handicap et l'intégration? Alors, il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés que la France sur l'intégration. Il y a beaucoup de pays scandinaves qui sont beaucoup plus intégrés. Alors, je ne pourrais pas vous en conseiller un comme ça là tout de suite. Mais il y a effectivement des pays qui sont beaucoup plus à l'écoute et dans l'intégration de la diversité. Pour l'instant, aujourd'hui, il n'y a pas de programme qui a déjà été fait sur les voyages apprenants actuellement. Pourquoi pas? Ça pourrait être une piste à envisager, en tous les cas. Bon. Écoute, je crois qu'on a balayé pas mal le spectre de tout ça. Est-ce qu'il y a des choses, toi, qui te viennent à l'idée ou alors des initiatives remarquables que tu as pu observer dans le cadre de l'APM ou ailleurs et que tu voudrais partager avec nous? Des initiatives, il y en a tous les jours sur le monde du handicap. Il y a plein de petits sujets qui sont faits à de droite et gauche et souvent, les initiatives sont faites même sans que la direction des entreprises soit au courant. Alors, je parle beaucoup dans les grands groupes. Il y a plein d'initiatives locales qui sont faites avec des associations, avec des insertions, avec des choses comme ça. Et justement, c'est bien de les promouvoir parce que ça met en évidence ce qui est fait et ça peut mettre en évidence une dynamique dans l'entreprise qu'on n'aurait pas imaginée. Il y a plein de personnes qui ont vraiment envie d'intervenir sur ces sujets-là dans les groupes, dans les entreprises, et il ne faut pas hésiter de laisser la marge à cette possibilité-là. Ludovic, un grand merci pour cet échange, c'est vraiment riche et surtout maintenant on voit la main tendue, on n'a plus qu'à venir la saisir avec APME3, on peut s'engager ensemble et voilà un nouveau sillon de l'engagement avec l'insertion
et le handicap et vraiment intégrer tout type de personnes et de personnalités dans ces organisations. Merci pour l'ouverture d'esprit et puis cette main tendue qu'on va s'empresser de venir saisir. Donc à tous les gens qui ont envie de s'engager, qu'est-ce qu'on leur dit? Où est-ce qu'ils peuvent s'informer et te trouver et trouver le APM E3? Déjà par le site de l'APM, il y a un lien qui permet d'aller vers le site de l'APM E3 et il y a la possibilité après de nous contacter directement et on sera très heureux de les accueillir parmi nous. Et on va lancer de toute façon, je pense, suite au petit salon pendant la convention de 2 jours, une enquête où vous pourrez répondre à quelques questions et voir l'envie que vous avez d'intégrer les groupes APM3. Bon, donc ça se passe en marge, en parallèle, en satellite de l'activité de l'APM et ça permet aux adhérents de se rejoindre, de mutualiser leurs forces, leur énergie, leur créativité pour faire avancer la société. Un grand bravo pour toutes ces initiatives. Merci Ludovic, à très bientôt. Merci à toi, à bientôt, au revoir. Salut.